Encore une fois, merci Joël. Je me suis longtemps posé des questions sur qu'est-ce que j'allais raconter. J'ai failli faire un topo d'humeur sur le corona et sa gestion, puis je me suis dit, bon, allez, c'est pas trop ton rôle. Donc, je suis reparti sur un domaine plus classique. Alors, je voulais qu'on fasse avec moi un petit retour en arrière, puisque j'arrive à 40 ans de pratique en scénologie. Et donc, revenir un petit peu sur quand même ces 40 dernières années de progrès, on peut dire, dans la prise en charge des patientes qui ont eu un cancer du sein. Alors, un bref historique, vous savez que le cancer du sein, il est connu depuis l'Antiquité, son existence était mentionnée sur des papyrus égyptiens. Les Grecs, et notamment Hippocrate, utilisaient le terme carcinoma pour le cancer et avaient décrit donc des stades du cancer du sein, résultat d'un déséquilibre entre les 4 humeurs du corps. On décrivait le sang, le flegme, la bile jaune et la bile noire. Et Galien pensait que c'était un excès de bile noire dans le sang qui favorisait la survenue du cancer du sein. Donc, il avait recours à des interventions chirurgicales pour retirer les tumeurs du sein et laisser couler la bile noire. En fait, c'est les médecins arabes, entre le Xe et le XVe siècle, Avicenne notamment, qui ont repris les données grecques et qui ont procédé à des interventions chirurgicales limitées pour lutter contre le cancer du sein. Je saute, il fait très vite, pour un chirurgien écossais qui s'appelle John Hunter et qui a proposé une première stadification de la maladie. Et il faut savoir qu'à cette époque, on opérait les patientes sans anesthésie. Et on entre dans la prise en charge moderne du cancer du sein avec Alstedt en 1894 et la pratique de la mastectomie radicale. Je reviendrai sur la chirurgie, mais parallèlement, rappelez-vous les progrès aussi en imagerie. L'examen clinique, j'ai failli dire, c'est probablement là qu'on a fait le moins de progrès, voire on serait en régression dans sa pratique qui est pourtant tout à fait fondamentale. Mais en termes de diagnostic, on est passé de la ponction cytologique aux microbiopsies, aux macrobiopsies, en sélectionnant bien leurs indications réciproques et respectives, ce qui a permis d'avoir des diagnostics avant même, bien sûr, d'opérer les patientes et de leur expliquer concrètement et en détail ce qu'on a leur proposé et leur faire. Les techniques d'exérèse sous repérage radiologique, les progrès de la mammographie. Quand on regarde les mammographies qu'on avait dans les années 80, on se fait peur quand on voit les difficultés qu'on avait pour interpréter les images et les progrès qu'on a fait avec le numérique, la tomodensitométrie, les progrès en échographie, en IRM, la possibilité des biopsies sous IRM, des bilans d'extension avec les TEP-TDM, etc. Et on en vient bien sûr au progrès actuel avec l'aide au diagnostic et l'avenir de l'intelligence artificielle, notamment en imagerie. Des cancers qui garde toute sa valeur avec la classification TNM, avec les paramètres anatomopathologiques que je ne vais pas rappeler là, à la nouvelle classification moléculaire des cancers qui en fait se surajoute à nos classifications habituelles, avec le partage en cancers lumino-A, lumino-B, R2 et les triples négatifs. Donc, cette nouvelle classification qui se base en fait sur les profils d'expression génique et qui a été simplifiée par les caractères histopathologiques nous permet d'avoir une prise en charge plus adaptée à chaque cancer de chaque patiente, puisqu'en fonction de ces critères, on va choisir une hormonothérapie, une hormono et une chimiothérapie seule ou des traitements surexprimant R2. Alors, j'en reviens à la thérapeutique et à la chirurgie. Quand j'ai commencé ma pratique scénologique, on voyait encore, c'était à la fin, des interventions de Alstedt qui se pratiquaient avec l'exérèse du sein, bien sûr, et du pectoral, le grand et le petit, ainsi que des curages ganglionnaires extensifs. Était pratiquée depuis quand même un certain nombre d'années l'intervention de Patay avec la mastectomie radicale modifiée qui comportait l'exérèse du petit pectoral,
puis l'intervention de Madden avec une ablation totale de la glande mammaire avec un curage axillaire en monobloc. Et là, on ne retirait plus le grand pectoral et le petit pectoral avec des séquelles quand même moindres pour les patients. Alors, on va passer sur cette exérèse très large de l'intervention de Hallstedt. Et l'idée, c'était que plus on allait augmenter l'importance de la chirurgie, et bien plus on allait augmenter les chances de guérison. Et vous savez que Hallstedt proposait des interventions dites de Hallstedt élargies, avec des curages susclaviculaires, des curages au niveau de la chaîne mammaire interne. Il y a eu des essais randomisés, interventions de Hallstedt versus ces interventions de Hallstedt élargies, sans bénéfice. Et donc, on a abandonné les interventions de Hallstedt élargies. Et puis, on s'est dit, bien, pourquoi ne pas réduire l'importance du geste? Et donc, on a comparé la mastectomie radicale modifiée de type Patet à l'intervention de Hallstedt, et on a eu les mêmes taux de mortalité. De là est venue l'idée que le cancer du sein, eh bien, ce n'était pas le geste chirurgical qui allait fondamentalement le guérir, mais qu'il fallait inventer d'autres traitements, puisque malheureusement, les patients développaient de manière identique des métastases, qu'on fasse des chirurgies larges ou des chirurgies plus réduites. Alors, c'est en Europe Veronesi qui a introduit, donc qui a généralisé et qui a fait des essais sur les traitements conservateurs avec une technique de quadrantectomie associée à un curage axillaire et à une radiothérapie, et c'est randomisé versus une mastectomie pour les tumeurs de moins de 2 cm et qui a montré la même efficacité. Fischer a fait de même aux États-Unis dans un essai randomisé là encore entre tumorectomie seule, je vais y revenir, versus tumorectomie plus radiothérapie versus mastectomie, et là aussi on a eu la même efficacité. Les années 90 ont vu l'arrivée de l'oncoplastie qui a permis d'élargir les traitements conservateurs pour des tumeurs beaucoup plus importantes, puisque maintenant la limite, eh bien, c'est la limite du rapport entre la taille de la tumeur et le volume du sein. Et vous savez que parallèlement, on est passé du curage au ganglion sentinelle, là aussi je vais y revenir. Alors, les résultats des études de Veronesi, eh bien, vous voyez que en termes de rechute locale, on a bien sûr moins de rechute locale quand on fait une mastectomie radicale par rapport à une tumorectomie seule, mais vous voyez qu'en termes de décès, eh bien, les décès toutes causes ou les décès par cancer du sein sont identiques que l'on conserve ou que l'on ne conserve pas le sein. Et donc, on a abandonné pour les petites tumeurs. À l'époque, je vous rappelle, c'était 2 cm dans les essais de Veronesi. Eh bien, on a abandonné la mastectomie pour les traitements conservateurs. Quand on regarde les essais de Fischer, eh bien, vous voyez que là encore, si on a en effectuant donc la radiothérapie une diminution des risques de rechute locale par rapport aux tumorectomies seules, où on sait qu'on a à peu près 40% de risque de rechute locale, ce qui n'est pas acceptable, eh bien, en termes de survie, eh bien, on n'a pas de différence fondamentale entre la tumorectomie radiothérapie par rapport à la tumorectomie, par rapport à la mastectomie. Vous avez ça en termes de survie, la mastectomie totale, la tumorectomie seule et la tumorectomie plus radiothérapie, en survie sans rechute à distance et en survie globale, pas de différence en termes de survie globale. Alors, est-ce qu'il reste des indications persistantes de mastectomie? Eh bien, on va dire que c'est essentiellement pour les tumeurs multifocales et multicentriques, quand on a un petit volume mammaire par rapport à un gros volume tumoral. Pour les cancers canalaires in situ étendus, puisque là, on a une maladie de l'ensemble de la glande mammaire. Bien sûr, en cas d'échec de traitement conservateur, même s'il y a des essais et des études qu'on peut dans certains cas tenter des deuxièmes traitements conservateurs. On reste en faveur de la mastectomie pour les cancers du sein initialement inflammatoires, bien sûr quand on ne peut pas faire de radiothérapie. Et puis, dans un certain nombre de cas, on va proposer des mastectomies, vous savez, de réduction du risque quand il y a une mutation génétique chez les patients qui présentent une mutation BRCA. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on doit respecter aussi le choix de la patiente, on peut en discuter avec elle, mais il y a des patientes qui vont préférer la mastectomie à un traitement conservateur parce qu'elles ont l'intérêt qu'on va vraiment les débarrasser du cancer. Il faut leur expliquer qu'on n'améliore pas les chances de survie en pratiquant cette mastectomie, mais la mastectomie reste un très bon traitement local du cancer du sein.
Alors, du curage au ganglion sentinelle, vous savez qu'on pratiquait jusqu'aux années 90 des curages axillaires des étages 1 et 2 de la classification de Berg, et qui servaient à la sadification régionale, et on pensait à la thérapeutique. Il y avait une très grande, et il y a toujours une très grande fiabilité pour la stadification. Le rôle thérapeutique, en fait, n'est pas établi, et ça s'accompagnait d'une morbidité non négligeable en termes de risque de lymphœdème et de troubles neurologiques et de la sensibilité, notamment à la face interne du bras, et de douleurs locorégionales. Alors en fait, le ganglion sentinelle, ça a été un changement d'approche. On s'est dit, bon, certes, il y a un intérêt à la stadification, mais le curage n'augmente pas le chance de guérison des patients. C'est une technique donc à diffuser rapidement, qui part au départ de ce qui était pratiqué dans le cadre des mélanomes, et qui s'accompagne bien sûr de moins de séquelles et qui a favorisé la pratique de l'ambulatoire. Alors, c'est devenu le choix donc, de préférentiel pour l'exploration axillaire des cancers infiltrants du sein à un stade précoce, sans ganglion palpable initial, et ce, quel que soit le type de chirurgie mammaire pratiquée, qu'elle soit conservatrice ou qu'elle soit radicale. Et toutes les études qui sont intéressées au sujet vont montrer une amélioration de la qualité de vie et une diminution de la morbidité. Donc, les indications, eh bien, il faut prélever le premier relais ganglionnaire qui draine la tumeur, et s'il est normal, évidemment, on en reste là, on ne va pas élargir le geste. On va proposer ça donc pour les cancers infiltrants, pour des tumeurs jusqu'à 5 cm en règle, à condition qu'il n'y ait pas de ganglion cliniquement palpable ou dont on ait prouvé la malignité par une microbiopsie ou une cytoponction. On va généralement ne pas pratiquer de ganglion sentinelle s'il y a une multifocalité ou une multicentricité, tout du moins dès qu'il y a plus de 2 cm d'écart entre les localisations tumorales. Après une chimiothérapie première, eh bien, on peut proposer un ganglion sentinelle s'il n'y avait pas d'envahissement ganglionnaire initialement lors du bilan de la tumeur. Enfin, pour les cancers in situ, généralement, il n'y a pas de nécessité de geste axillaire. Cependant, si l'on envisage une mastectomie ou si le carcinome in situ était palpable ou sous la forme d'un nodule tissulaire échographique, eh bien, on va proposer un ganglion sentinelle parce qu'il y a un risque qu'on passe à côté d'une micro-invasion qui pourrait éventuellement être responsable d'un envahissement ganglionnaire. Alors, est-ce qu'il faut faire un curage, vous savez, après le ganglion sentinelle? Eh bien, si celui-ci est positif, eh bien, vous savez qu'il y a eu l'essai nord-américain ACOSOG qui a répondu à cette question avec près de 900 patientes qui ont été randomisées avec un T1 ou un T2 sans ganglion palpable, un ou deux ganglions sentinelles positifs, des tumeurs qui étaient très majoritairement RE+, on ne connaissait pas trop la surexpression de R2, une médiane de suivi d'à peu près 9 ans. Et vous voyez qu'en termes de survie sans rechute ou de survie globale à 10 ans, eh bien, aucune différence entre les deux pratiques. Il faut cependant noter que 97% de ces patientes nord-américaines se sont vues proposer un traitement de thérapie et 89% une radiothérapie. L'essai de l'IBCSG 2301, qui a porté chez à peu près 934 patientes randomisées entre curage ou pas après ganglion sentinelle pour des tumeurs de moins de 5 cm, avec pas plus de 1 ganglion malade. Eh bien, vous voyez que là encore, à une survie sans rechute à 10 ans, on a la même survie sans rechute, avec beaucoup moins de lymphœdème, moins de troubles de la sensibilité, moins de difficultés motrices et pas d'excès de rechute locale et pas de différence en survie globale. Donc, deux études randomisées qui vont dans le même sens. Donc, qu'est-ce qu'on garde comme indication du curage axillaire? Eh bien, les tumeurs classées T4 initialement, les tumeurs inflammatoires, les tumeurs avec un envahissement ganglionnaire initial, même pour le moment avec un downstaging en franglais par une chimiothérapie néoadjuvante. L'antécédent de chirurgie mammaire barrant le creux axillaire, c'est devenu
tout à fait relatif, hein, puisqu'on peut faire des ganglions sentinelles même si on a eu une chirurgie antérieure au niveau du sein. En cas de récidive infiltrante après une première chirurgie avec ganglion sentinelle, on va généralement faire un curage axillaire, et en cas d'antécédent de radiothérapie thoracique. Alors, s'il y a eu un ganglion sentinelle positif, eh bien, on va pouvoir s'abstenir de curage axillaire, je l'ai déjà dit, si les critères de l'étude à Kozog sont bien remplis. Donc, traitement conservateur du sein avec radiothérapie prenant tout le sein, pas plus de 2 ganglions sentinelles envahis, et un traitement systémique adjuvant indiqué, chimio et ou hormonothérapie, qui sont les critères de l'essai de Giuliano. Parallèlement à tous ces progrès en chirurgie, qui sont quand même fondamentaux, il faut bien voir d'où on part, parce que l'intervention de Hallstedt était vraiment une intervention traumatisante. Eh bien, vous savez qu'en France, s'était beaucoup développé la radiothérapie, qui est une tradition française en scénologie, puisqu'on a fait des radiothérapies exclusives pendant tout un temps, ou en association avec la chirurgie, notamment à l'Institut Curie, avec les travaux de Backless, par exemple, sur les radiothérapies premières, qui était un test suivi de chirurgie ou de mastectomie ou de traitement conservateur en fonction de la réponse. On adaptait la chirurgie à la réponse à la radiothérapie. Et les travaux de Cal, Pierrequin, Amalric à Marseille, qui montraient, avec des radiothérapies exclusives, une efficacité certaine, mais cependant des séquelles esthétiques et fonctionnelles tout à fait importantes et des aspects esthétiques pas vraiment satisfaisants avec ces irradiations seules. D'où l'association de la tumorectomie à la radiothérapie, avec des réductions des doses de radiothérapie à 50 gray, et non plus à 70 gray comme elle était effectuée lorsqu'on faisait de la radiothérapie seule, et l'essor donc des traitements conservateurs associant ces deux pratiques au début des années 80. Et donc, en 1990, grâce à un diagnostic plus précoce et grâce donc à cette application systématique des traitements conservateurs, eh bien, en France, actuellement, plus de 3/4 des femmes ont bénéficié de traitements conservateurs. Alors, vous voyez que toujours dans les années 90, on n'en était qu'à 1/3 aux États-Unis. Donc, il faut bien comprendre les différences culturelles qui ont fait que les traitements conservateurs ont été beaucoup plus précoces et beaucoup plus fréquents en France qu'ils ne l'ont été aux États-Unis, où ils sont toujours en train de vouloir tordre le cou à la mastectomie, qui est beaucoup trop effectuée aux États-Unis par rapport à ce qui se pratique en France. Alors, la radiothérapie, est-ce que ça sert à quelque chose en dehors du traitement loco-régional? Eh bien, vous voyez que dans des méta-analyses, on va montrer qu'il y a également un bénéfice avec, bien sûr, le risque de rechute locale, mais également un bénéfice en termes de mortalité. On a pu mettre ça dans ces méta-analyses en raison du nombre de patientes incluses, puisqu'on n'arrivait pas à le démontrer essai par essai. Et vous voyez qu'on a une réduction absolue du risque de mortalité par cancer du sein à 15 ans de près de 4% grâce à la radiothérapie, ce qui est loin d'être négligeable par rapport au nombre de patientes concernées. Voilà, sur ces courbes, les bénéfices. Bien sûr, ça peut sembler modeste, mais par rapport à un cancer qui touche autant de femmes, eh bien, 3% de réduction en survie globale est tout à fait significatif et important. Alors, on peut parfois remplacer, on va dire, le curage axillaire par de la radiothérapie. Et il y a un essai européen qui a montré qu'on avait la même efficacité par la radiothérapie que par le curage axillaire. C'est l'essai donc Amaros qui a été publié assez récemment, avec moins de lymphodème, avec la radiothérapie, tout du moins avec le recul présenté dans cet essai par rapport au curage axillaire. Donc le curage axillaire est cerné entre d'un côté le ganglion sentinelle et d'autre côté la radiothérapie. Il a de moins en moins de place dans nos pratiques. Alors, par ailleurs, la radiothérapie, eh bien, on essaye d'en réduire la durée. Il y a eu des essais aux États-Unis et en Grande-Bretagne
Au départ, ces essais aux États-Unis, ils ont été faits parce que, en fait, les distances étant ce qu'elles sont, beaucoup de patientes ne se faisaient pas irradier. Quand il faut faire plus de 300 km pour trouver un appareil de radiothérapie, eh bien, quand on n'a pas de sous, pas de sécurité sociale, on abandonne et on ne se fait pas irradier. Et en Grande-Bretagne, c'est pareil, le nombre d'appareils de radiothérapie est modeste et donc on réduit les doses pour pouvoir irradier tout le monde. Eh bien, cependant, d'un point de vue tout à fait pragmatique, des essais ont été menés sur cet hypofractionnement où en fait on va augmenter un peu les doses en faisant moins de séances et des essais ont démontré qu'on avait les mêmes efficacités thérapeutiques chez les femmes. Et donc, il y a de plus en plus de pays où on fait des irradiations hypofractionnées pour traiter les patients. On peut aussi proposer des irradiations partielles du sein. Pourquoi? Parce que les rechutes sont essentiellement au niveau du lit tumoral. Et donc, souvent, les patients peuvent développer des rechutes à distance, mais ce sont plutôt des nouveaux cancers. La grande majorité des rechutes, c'est au niveau du lit tumoral initial. Et donc, on va proposer des irradiations partielles, éventuellement par curithérapie exclusive, ou éventuellement des irradiations péropératoires avec un système qu'on appelle le système Target. C'est celui qu'on a, par exemple, à Saint-Louis, ou chez les patients de plus de 65 ans avec des tumeurs de moins de 2 ou 3 cm, sans facteur de mauvais pronostic, avec des tumeurs RE+, eh bien, on va proposer ce système Target qui va permettre en une journée de faire la tumorectomie, le ganglion sentinelle, et de donner la dose de radiothérapie qui permet de traiter complètement le sein et qui ne s'accompagnera pas d'un taux de rechute local inacceptable. Donc, on peut proposer ces techniques. On a choisi les patientes plus âgées parce qu'elles vont moins chuter que les patientes jeunes. Alors, et les traitements médicaux? Eh bien, vous savez je vous l'ai dit au départ, on s'est rendu compte que l'importance du geste chirurgical ne permettait pas d'augmenter les chances de guérison parce qu'en fait, les patientes étaient métastasées, même si on ne le savait pas, avant même qu'on les voie en consultation et avant même qu'on les opère. On sait qu'une tumeur d'1 centimètre, un cancer du sein d'1 centimètre, eh bien, il a 3 à 7 ans de vie derrière lui. Et pendant ces 3 à 7 années, où il était complètement indétectable et invisible, les cellules cancéreuses ont largement eu le temps de migrer ailleurs, de se fixer dans un organe, d'échapper aux lymphocytes censés les détruire et se remettent à proliférer pour développer des métastases. Et donc, dans les années 70, est née une chimiothérapie que vous connaissez tous, qui s'appelle CMF, pour cyclophosphamide, méthotrexate et 5-fluorouracil, avec un essai, et les essais à l'époque n'étaient pas évidents, puisqu'on tirait au sort des patientes entre rien versus chimiothérapie. Et pour des patientes N+, eh bien, cet essai a montré, après une médiane de suivi de maintenant de plus de 30 ans, mais il a été republié avec une médiane de suivi à 28 ans, eh bien, une diminution du risque de rechute chez les femmes traitées d'à peu près 30% et du risque de décès d'à peu près 20%. Ces mêmes essais randomisés ont démontré que 6 cycles de chimiothérapie faisaient aussi bien que 12 cycles. Quand j'ai commencé, certaines femmes faisaient même 18 mois de chimiothérapie. Et que ce bénéfice, eh bien, il a été démontré également chez les patientes sans envahissement ganglionnaire, mais avec une tumeur à risque, par exemple celles pour lesquelles il n'y avait pas de récepteurs hormonaux positifs, avec là encore, en risque relatif, 35% de réduction du risque de rechute et de décès chez les femmes traitées. Vous avez ces courbes chez les N+, en survie sans rechute et en survie globale, et chez les patientes N- à risque, en survie sans rechute et en survie globale, qui démontrent ce bénéfice de la chimiothérapie. Le CMF a été détrôné par des chimiothérapies avec anthracycline, parce que là aussi, on a mis en évidence un bénéfice des anthracyclines que l'on ne proposait qu'aux patients métastasés initialement. Mais comme on avait pu montrer qu'on réduisait la survenue et on augmentait les chances de guérison de ces femmes, on l'a proposé en adjuvant. Et vous voyez qu'on réduit le risque de rechute d'à peu près de 12%. En valeur absolue, c'est un gain d'à peu près 3% et de 2,7% en valeur absolue en réduction de mortalité. Donc bien sûr, là encore, ça peut sembler faible, mais par rapport
j'ai failli dire, de par le monde, aux centaines de milliers de femmes concernées, eh bien, c'est un bénéfice tout à fait réel en réduction de taux de mortalité. Déclin du CMF, essor des anthracyclines et puis essor des taxanes. Vous avez tous entendu parler du Taxol et du Taxotere qu'on rajoute maintenant ou qui va remplacer les chimiothérapies avec anthracycline, mais généralement on fait des chimiothérapies séquentielles en utilisant les deux l'un après l'autre. Et bien là encore, on va gagner 3 à 4% en valeur absolue en termes de réduction de mortalité depuis qu'on utilise les taxanes. Donc, vous avez là le gain avec les anthracyclines par rapport au CMF en termes de mortalité. Vous voyez 4% en valeur absolue. Et vous voyez quand on rajoute les taxanes, eh bien, on va gagner encore en termes de gain en mortalité par rapport aux anthracyclines seules. Donc, si on voit un petit peu les étapes, vous voyez qu'à chaque fois, en valeur absolue, il faut toujours faire attention entre les réductions de risques relatifs où on est dans l'ordre des 50%, ce qui est évidemment tout à fait impressionnant, et le gain en valeur absolue, ce qui est quand même ce qui compte par rapport aux femmes, eh bien, vous voyez qu'on a à chaque fois, en grosso modo, des gains de 4 à 5% en fonction de l'introduction des nouveaux médicaments qu'on propose à ces patients en termes de chimiothérapie ou de thérapie ciblée. Est-ce qu'il y a encore des possibilités de faire des progrès en chimiothérapie? Eh bien, pour certaines femmes, on a pu démontrer, grâce à des méta-analyses là encore, que les chimiothérapies doses densifiées, c'est-à-dire on augmente la dose et on réduit les intervalles entre les chimiothérapies, eh bien, réduisaient le risque de rechute. Vous voyez là encore 4% de bénéfices à 10 ans et un terme de mortalité, à peu près 3% de bénéfices à 10 ans. Et donc, c'est une option qu'on va proposer, notamment pour les femmes jeunes, avec un haut risque de rechute, avec bien sûr des toxicités cependant plus importantes. Deuxième piste, on va dire, pour améliorer là encore les résultats en adjuvant, eh bien, chez les femmes avec une maladie résiduelle infiltrante après une chimiothérapie première, on fait une chimiothérapie première. Vous savez qu'on en fait de plus en plus pour les patientes qui ont des cancers triple négatifs ou qui ont un cancer qui surexprime HER2. On les opère, on se rend compte qu'il n'y a pas une réponse anatomopathologique complète, il reste encore un peu de tumeur. Eh bien, on va proposer un nouveau médicament qui s'appelle la capecitabine et on obtient à nouveau une augmentation de la survie globale et des chances de guérison. Alors, tout ça, c'est bien, mais on va dire on est dans l'escalade thérapeutique. Or, on sait qu'avec nos chimiothérapies qu'on a fait depuis le début des années 80, en fait, on surtraite énormément de patientes. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on ne savait pas quelles étaient vraiment les patientes qui étaient à risque de développer des métastases ou pas. Et donc, on préférait traiter, j'ai failli dire large, plutôt que de laisser passer des patientes au travers des mailles du filet. Or, pourtant, pour les patientes avec des tumeurs de bon pronostic, eh bien, 70% d'entre elles sont guéries par la tumorectomie, enfin par la chirurgie et la radiothérapie, et ne nécessitent pas de chimiothérapie, et pour certaines d'entre elles, même pas d'hormonothérapie. Alors, pas de chimiothérapie, c'est certainement vrai pour les patientes avec un cancer luminal A, dont j'ai dit un mot tout à l'heure. Les patientes qui ont un cancer RE+, RP+, avec un Ki67 bas. Certaines patientes avec un cancer luminal B, c'est-à-dire des tumeurs un peu plus proliférantes. Et c'est là que les signatures génomiques, Oncotype, PAM50, EndoPredict, ont tout leur rôle pour partager nos patientes, pour essayer, pour celles qui ont en théorie un bon pronostic, de savoir quelles sont celles qui ont vraiment besoin d'une chimiothérapie en plus de la radiothérapie. Alors, la HAS a essayé de cadrer ce développement des signatures génomiques et elle a dit qu'elle n'avait aucun intérêt chez les patientes qui n'avaient pas d'indication de chimiothérapie sur la base des critères clinico-pathologiques traditionnels. Donc, les patientes qui ont une tumeur, je vais dire n'importe quoi, enfin pas tout à fait, de 2 cm, RE+, RP+, avec un Ki67 inférieur à 15%, N-, sans surexpression de HER2. Ça ne sert à rien de leur demander un test génomique parce que de toute façon, on ne leur fera pas de chimiothérapie, on leur fera une hormonothérapie.
Si par contre c'est un cancer qui est RE-, RP-, qui a une surexpression de R2, eh bien là les patients auront quoi qu'il arrive une chimiothérapie, donc ça ne sert à rien de demander une signature pour ces patients. Et donc, on va demander une signature, eh bien, ça va être essentiellement, en tout cas, c'est comme ça qu'on s'en sert sur Saint-Louis, pour les patientes qui ont un cancer plutôt luminal B, les patientes vont être RE+, RP faiblement positif, vont avoir un KI67 à 20%, eh bien, on va se poser la question, faut-il leur faire une chimiothérapie ou pas, en plus de leur monothérapie? Et à ce moment-là, on va leur demander une signature génomique. Sur Saint-Louis, c'est endoprédict, mais peu importe, Oncotype DX peut tout à fait être utile dans cette situation. Alors, on a fait de gros progrès par rapport à un sous-type de tumeurs qui sont les tumeurs qui surexpriment R2, l'épidermal growth factor récepteur de type 2, puisque les tumeurs qui ont cette surexpression eh bien, ont un auto-emballement, elles sont beaucoup plus proliférantes et elles vont davantage tant rechuter localement que métastaser. Et donc, c'est un facteur de croissance qui est surexprimé dans 10 à 20% des cancers du sein, avec un phénotype agressif associé à un mauvais pronostic. Et donc, on a pu découvrir notamment un anticorps anti-R2, le trastuzumab, qui, associé à la chimiothérapie, eh bien, va réduire de 30 à 40% le risque de rechute et le risque de décéder en réduction de risque relatif. Attention. Et ce bénéfice du trastuzumab, eh bien, il est indépendant de l'âge, de la taille tumorale, de l'envahissement ganglionnaire et des récepteurs hormonaux. Et vous voyez qu'en survie globale, sur cette revue Cochrane du trastuzumab, on a cette réduction avec ce hazard ratio à 0,66 en survie globale et de 0,60 en survie sans chute. Bonne tolérance globale du trastuzumab, même s'il y a un petit peu de toxicité cardiaque associée avec une chute de la fraction d'éjection ventriculaire gauche qu'on va surveiller très régulièrement, mais qui est, dans l'immense majorité des cas, régressive, donc une bonne tolérance du trastuzumab. On essaye d'améliorer l'efficacité de ces traitements anti-R2. Je ne vais pas entrer dans les détails, en utilisant par exemple 2 thérapies anti-R2, et dans un certain nombre de cas, on a pu montrer que c'était bénéfique pour certaines patientes. On a également de nouvelles molécules, comme par exemple le nératinib, qui est là un anti-tyrosine kinase, qui n'est pas un anticorps monoclonal, mais qui est un anti-tyrosine kinase, et qui a démontré que proposé après un traitement par trastuzumab, eh bien on améliorait encore la survie sans rechute de ces patients. On a fait également beaucoup de progrès en hormonothérapie. Le tamoxifène, bien sûr, est la découverte des récepteurs hormonaux à la fin des années 70. Vous savez qu'auparavant, on avait bien sûr des traitements anti-hormonaux, les ovariectomies, les hypophysectomies, les adrénalectomies, mais qui s'accompagnaient de morbidités très importantes. On a pu utiliser les œstrogènes également à forte dose, avec en situation métastatique une efficacité tout à fait significative, mais là encore, beaucoup d'effets indésirables. Donc la grande révolution en hormonothérapie, ça a été à la fin des années 70, la découverte des récepteurs hormonaux et la découverte du tamoxifène, puisque ça nous a permis de traiter les bonnes patientes, les femmes qui avaient une tumeur hormonosensible, avec une molécule bien tolérée, comme le tamoxifène, même si elle a des effets indésirables, j'en dirai un mot. Méta-analyse publiée en 2011 d'à peu près 20 essais, 50 tamoxifène versus pas de tamoxifène. Eh bien, en valeur absolue, vous voyez qu'on a un gain en termes de réduction de taux de rechute de l'ordre de 13% en valeur absolue grâce au tamoxifène, avec également un gain en réduction de mortalité de l'ordre de 9% à 15 ans en faveur du tamoxifène, toujours en valeur absolue, donc une efficacité certaine du tamoxifène pour les femmes qui ont une tumeur RH+, tant en réduction du taux de rechute qu'en réduction de la mortalité, tout à fait importante. Se sont développés les éditeurs de l'aromatase, je vais un peu vite, dont on a pu montrer dans une méta-analyse que chez les femmes ménopausées, eh bien là encore, on obtenait un petit bénéfice supérieur à celui du tamoxifène lorsqu'on l'a proposé à ces patientes. Et quand on va comparer de front
inhibiteur de l'aromatase pendant 5 ans chez des patientes ménopausées avec une tumeur RH+, au tamoxifène, vous voyez qu'on a un gain en réduction de la mortalité à 10 ans de 2%. Là encore, en valeur absolue, ce n'est pas beaucoup. En nombre de femmes concernées, c'est cependant scientifiquement significatif. Autre raison pour laquelle les inhibiteurs de l'aromatase ont pris le dessus sur le tamoxifène, eh bien, c'est qu'il y a moins de cancer de l'endomètre et d'accidents thromboemboliques et d'embolies pulmonaires sous inhibiteurs de l'aromatase que sous tamoxifène, avec cependant un excès de fractures sous inhibiteurs de l'aromatase et de qualité de vie pas toujours satisfaisante. Donc, on va proposer en situation de ménopause à ces femmes des traitements par inhibiteur de l'aromatase, mais on garde bien en tête que si la tolérance est mauvaise, eh bien, ça n'est pas du tout dramatique de repasser au tamoxifène. Alors, vous voyez que de plus en plus, vos patientes sont traitées de manière plus longue avec les hormonothérapies. Pourquoi? Eh bien parce que pour les patientes qui ont des tumeurs RH+, on a des rechutes tardives et il n'est pas si rare que ça de voir des rechutes à 10 ans, voire à 20 ans, quand on a été traité pour un cancer hormonodépendant. Et donc, on a pu démontrer qu'il y avait un bénéfice à traiter pendant 10 ans par tamoxifène chez les femmes qui avaient des facteurs de mauvais pronostic et notamment un envahissement ganglionnaire par rapport à 5 ans de tamoxifène. Donc, quand on a une patiente qui a une tumeur RH+, N+, on va souvent lui proposer 10 ans de tamoxifène, voire 7 ans d'inhibiteur de l'aromatase. Des essais randomisés n'ont pas montré de bénéfices supplémentaires à 10 ans d'inhibiteur de l'aromatase par rapport à 7 ans d'inhibiteur de l'aromatase. Bien sûr, va se poser le problème des effets indésirables et de l'observance chez ces traitements d'hormonothérapie au long cours, puisqu'on sait qu'il y a 30, voire dans certaines études, de 30 à 60% des patientes qui ne prennent pas en fait leur hormonothérapie. Parallèlement est revenu, j'ai failli dire, avec les essais soft et text qui ont montré à une médiane de suivi de 9 ans un bénéfice en survie sans chute à l'ajout de cette castration chimique aux inhibiteurs, en association avec l'inhibiteur de l'aromatase par rapport au tamoxifène sol. Et donc, pour les femmes jeunes, eh bien, qui ont une tumeur, là encore, de mauvais pronostic, s'accompagnant d'un envahissement ganglionnaire, et qui n'ont pas été rendues aménorrhéiques par la chimiothérapie, on va souvent leur proposer une association d'inhibiteurs de l'aromatase en association avec un blocage ovarien et une suppression ovarienne, parce que les méta-analyses, là encore, ont montré un bénéfice à cette association. Enfin, se développent de nouvelles molécules qu'on appelle thérapie ciblée, et vous avez sûrement dû entendre parler des anti-CDK4/6, le palbociclib, le ribociclib, l'abemaciclib, qui sont des molécules dont on a démontré l'efficacité en situation métastatique. Eh bien, on a eu des essais, et un très récemment publié en situation adjuvante, qui a montré qu'on pouvait améliorer les chances de guérison et la réduction des rechutes en associant ces nouvelles molécules à l'hormonothérapie. Donc, elles n'ont pas l'AMM dans cette indication pour le moment, ce sont des résultats tout à fait préliminaires, mais vous voyez que quand on ajoute l'abemaciclib, qui est en fait un bloqueur de cycle cellulaire, à l'hormonothérapie, eh bien, on a un gain en réduction du risque de rechute à associer ces molécules. Donc, vous verrez très certainement se développer ces associations anti-CDK4/6 plus hormonothérapie qui sont très probablement amenées à réduire, voire à remplacer les chimiothérapies chez les patientes qui ont des tumeurs RH+. Marc, je vais donc, me permettre juste pour de demander... conclure, oui. En situation donc non métastatique, vous voyez que pour les tumeurs luminales A, eh bien, on va proposer l'hormonothérapie, très schématiquement. Pour les tumeurs luminales B, eh bien, on va proposer l'hormonothérapie, généralement associée à la chimiothérapie s'il y a des facteurs de mauvais pronostic et notamment des signatures moléculaires qui montrent un risque de rechute élevé.
Pour les tumeurs triple négatives, on fera de la chimiothérapie. Et pour les tumeurs qui surexpriment R2, chimiothérapie plus trastuzumab. On a beaucoup amélioré la tolérance des traitements, et je voudrais insister là-dessus parce que c'est ce qui a permis de les faire, tant dans la prévention des nausées et vomissements, la prévention de la neutropénie et de l'anémie, réduire les toxicités cardiaques, l'utilisation du casque cryoprotecteur qui, lorsqu'il est bien utilisé, réduit dans 50% des cas le risque d'alopécie, la pose des chambres implantables, la réduction des risques d'ostéoporose et de fractures avec les biphosphonates et les anti-RANK ligands, et puis toutes les prises en charge parallèles que l'on va faire, tant en kinésithérapie, diététicienne, les actifs physiques adaptés, le soutien psychologique, la prise en charge de la sexualité et le rôle des associations de patientes. Je passe très vite sur tout ça, mais c'est tout à fait fondamental pour la prise en charge de nos patientes. Rappelez-vous ce que l'on faisait dans les années 80 pour ceux qui les ont connues. Juste pour dire que dans les qualités de vie et sur la vie après cancer du sein, je vous encourage à lire les enquêtes VICAN 2 et VICAN 5, qui sont des enquêtes qui ont été menées par l'INCa, qui montrent bien ce qui préoccupe les patientes qui sont prises en charge pour un cancer du sein et tous les problèmes de dégradation de la qualité de vie physique et mentale qui accompagnent ces cancers du sein. On a fait des progrès en termes de contraception, de grossesse, de fertilité, de ménopause induite et de prise en charge grâce aux gynécologues et tous les travaux sur l'oncofertilité, puisqu'on sait que la grossesse après cancer du sein n'augmente pas le risque de rechute. Oncofertilité, je passe puisque vous connaissez ça bien mieux que moi, mais vous savez qu'en tant qu'oncologue, on doit systématiquement l'aborder avec les patientes qui vont avoir une chimiothérapie pour préserver leur fertilité. Et puis, un petit mot très rapide aussi sur l'oncogénétique et tous les développements qu'il y a eu autour des risques familiaux de cancer du sein, de Paul Broca à Marie-Claire King, de 1896 à 1994. Enfin, est-ce que tout ça, ça a servi à quelque chose? Eh bien oui, en termes d'amélioration des chances de survie. Vous voyez qu'entre 1973, une femme avec un cancer avait 85% de chances de guérison. On est à 99% pour un T1 en 2019 à 5 ans. En cas d'envahissement ganglionnaire, on est passé de 53% à 85%. Et même en situation métastatique, en survie à 5 ans, on est passé de moins de 10% à 27%. Donc certes, ce sont des petits pas, mais une somme de petits pas qui a permis qu'on améliore les chances de guérison de ces femmes et de nombreux progrès ont été accomplis. On doit quitter l'ère du prêt-à-porter pour arriver à l'ère du sur-mesure, pour essayer d'adapter le mieux que l'on peut nos traitements au cas de chaque femme et plus traiter tout le monde de la même façon. Les études de désescalade sont très importantes et fondamentales, mais il faut quand même ne pas perdre de vue qu'actuellement en France, il y a encore 12 000 femmes qui meurent tous les ans à cause du cancer du sein. Donc désescalader, oui, mais à bon escient. Je vous remercie et excusez-moi de la longueur de mon topo. Merci beaucoup, beaucoup. Ah, ça c'est joli comme dernière dia. Merci Marc de ce survol super complet et de ta passion.